Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Marianne Claveau au micro de Nouvelle Conscience. J'ai découvert les transmissions de Marianne à l'occasion d'un atelier express du travail qui relie, créé par l'éco-psychologue américaine Joanna Macy. Le travail qui relie invite les participants et participantes à rejoindre la spirale de la vie en renouant avec l'énergie de gratitude, mais aussi en affrontant leurs souffrances individuelles et collectives. Il les invite ensuite à transformer cette souffrance en acte, dans une interreliance au monde et au vivant. Dans cet épisode, Marianne nous propose de passer de l'ego à l'éco en prenant conscience de l'inter-être qui unit les corps et les cœurs. Marianne puise ses guidances dans sa formation de biologiste, mais également de pratiquante en méditation de pleine conscience. Elle se décrit comme une thérapeute et éco-formatrice, catalyseur de relations harmonieuses. J'espère que cet épisode vous proposera, l'espace d'un instant, de vous reconnecter à l'infini, telle une goutte d'eau dans l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marianne. Bonjour Manon. Comment vas-tu en ce mercredi matin ? Eh bien écoute, je suis ravie de te retrouver et puis d'échanger avec toi sur ce sujet. Merci de m'inviter à participer à ce podcast. Avec grand plaisir, vraiment, c'était important pour moi de revenir sur cet atelier de Montpellier là pendant le colloque où je découvrais le travail qui relie et ta façon de transmettre aussi qui était très belle, très spontanée. Enfin, j'avais vraiment envie d'ouvrir ce moment en fait aux auditeurs du podcast pour qu'ils en profitent en un temps assez restreint. Malheureusement, c'est 1 heure, mais au moins qu'ils connaissent ça. Ouais, merci. Enfin, le retour que tu me fais sur ma posture me touche, mais oui, je comprends complètement parce que quand j'ai découvert ces ateliers, moi aussi, j'ai eu aussitôt envie de les faire partager, de les transmettre, parce que je trouve qu'ils sont très transformateurs et qu'ils font beaucoup de bien. Ouais, c'est vrai. On va aborder certaines des notions qui justement fondent, je pense tes ateliers, donc notamment sur le travail qui relie, l'éco-anxiété, l'écologie profonde, l'éco-psychologie. Donc, on va pouvoir justement donner des éléments de compréhension à ceux qui le vivent pas dans un travail qui relie, mais en tout cas pour qu'ils sachent ce que c'est. Donc, ce sera déjà une première approche. Donc, déjà, j'aimerais revenir sur la définition de thérapeute. C'est comme ça que tu proposes ton activité, donc thérapeute avec le radical de la terre. Pourquoi c'était important pour toi d'insérer ce radical dans ton appellation pour ton métier en fait, et qu'est-ce que ça signifie pour toi en fait d'avoir utilisé ce sens-là? Alors, je pourrais me définir aussi comme une éco-facilitatrice parce que l'idée, c'est vraiment de créer les conditions pour que chacun, chacune puisse se réaligner dans son élan de vie, dans ce qui fait sens pour lui et trouver sa place aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, avec cette conviction que si chacun est à sa place, chacun est à son élan de vie,
Moi, j'ai vraiment confiance justement dans la vie et dans l'énergie pour nous permettre d'exprimer au mieux notre potentiel et du coup de contribuer à la guérison du monde. Et le terme de thérapeute, il est lié à cette notion de guérison. J'ai mis longtemps à me l'approprier. Il venait résonner chez moi peut-être sur une forme une mémoire de sorcière, quelque chose qui n'avait pas à être si c'était pas reconnu dans un dogme médical, etc. Et en même temps, tout mon parcours de biologiste, de pratiquante de pleine conscience, et puis aujourd'hui donc de thérapeute en self-thérapie, c'est une technique des neurosciences, m'a donné beaucoup de clés, beaucoup d'éléments pour accompagner le vécu émotionnel et aider les personnes à vivre bien, à danser avec ce qui est. J'aime bien dire à danser avec l'incertitude, vivre avec ce qui est et puis agir au soutien de ses valeurs et dans un élan de vie et de joie. Voilà. Et donc thérapeute, dans sa racine latine, ça veut dire qui se met au service. Et ça m'a parlé parce que moi, quand j'essaye de formuler ou de toucher mon aspiration profonde à quoi je veux contribuer dans ce monde, j'ai envie d'être au service de la vie. Voilà. Et du coup, c'est tout naturellement que, sans le faire exprès, j'ai oublié le H et que c'est devenu un thérapeute. Et là, je me suis dit, oui, je suis au service de la vie. Terra pour la Terre, mais Terra aussi pour la communauté des êtres vivants, humains et non humains, qui habitent notre planète Terre. Voilà, donc c'est vraiment ça mon intention derrière. D'accord. Et donc, est-ce que pour toi, une façon justement de renouer à nos aspirations profondes, à notre être, c'est justement une façon pour ça, c'est de renouer avec la terre en fait, avec le sol, avec Gaïa, avec le vivant. Est-ce que ça peut être un soutien pour cet alignement intérieur? Tout à fait. Le vivant, il est avant tout en nous. Notre corps est vivant. Nous sommes un être vivant. Et l'être humain s'est peut-être un peu trop déconnecté au fil des siècles de cette notion de vivant en se pensant séparé, en se pensant comme un habitant de la nature qui serait une sorte de décor qui l'entoure. Mais en fait, il interagit, tous les éléments qu'on mange, tous les éléments qu'on respire, tous les éléments qui nous constituent viennent et sont partagés avec la communauté des êtres vivants et fondamentalement, Thich Nhat Hanh, qui est un maître bouddhiste zen que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, parle d'inter-être. Donc fondamentalement, nous intersommes avec la communauté des êtres vivants et ma vision de biologiste en systémie voit bien l'écosystème, le tissage qui nous relie. Voilà, donc effectivement, pouvoir proposer à travers une approche sensorielle et expérientielle, c'est-à-dire on peut mettre un petit peu de théorie et c'est intéressant de lire des livres pour faire évoluer notre pensée à ce sujet-là. Mais avant tout, il faut se retrouver dehors, se retrouver dans une forêt, dans une rivière, simplement se mettre un petit peu à l'écoute, se laisser toucher, se laisser et retrouver un lien avec des choses qui nous entourent et qui sont fondamentalement aussi porteuses de sens dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, et aussi porteuse d'inspiration en termes de comment agir pour demain. Moi, j'aime beaucoup me laisser inspirer par les éléments non humains du vivant, même en ville, quand je croise une petite fleur ou un petit pissenlit qui a réussi à faire son chemin entre deux pierres d'un mur, je me dis mais waouh, la persévérance qu'il a fallu à cette graine pour se faufiler là et fleurir à cet endroit-là. Et ça me crée un sourire, un rayon de soleil quand je le vois. Et je me dis voilà, c'est ce que j'ai envie d'être dans notre monde aujourd'hui. Et ça demande effectivement de la persévérance, mais un pissenlit peut m'apprendre à faire ça. Oui, mais me montrer que c'est possible. Oui, c'est ça. Donc, d'après ce que je comprends, ça peut être une ouverture aux éléments de la nature pour justement nous renseigner sur ce qui est important pour nous, en fait, comment ça résonne. La nature va résonner avec notre être, notre personne, en fait. Ça peut nous donner des messages. Je sais pas si c'est une communication qui s'est établie, mais en tout cas, une horizontalité, une reliance. Oui, je rentrerai pas dans le comprendre d'où vient cette connexion. Effectivement, moi, elle me rapproche de moi-même.
Oui. dans le sens où elle me permet de me rapprocher de ce qui est important et de ce qui fait sens pour moi et de ce qui me rend heureuse, du coup, derrière, bien au-delà des critères que notre société de consommation Oui. voudrait me faire croire, on va dire. Voilà. Elle me rapproche de moi et donc c'est aussi une forme de communication avec moi-même, j'allais dire. Peut-être que aussi tout simplement l'espace de silence, l'espace de ralentissement, l'espace de présence que permet un rapport à une vie où il y a moins de stimulation et où les stimulations sont plus douces, du coup invite à écouter un petit peu davantage ce qui fait sens et ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et donc de se relier vraiment, voilà. Oui. Est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu fais référence à passer de l'ego à l'écho? Tu en as parlé dans quelques-unes de tes conférences. Est-ce que c'est cette nouvelle posture finalement à adopter, notamment par le ralentissement, par l'ouverture, la curiosité, et prendre un pas de côté par rapport aux modèles qui peuvent être très présents dans la société occidentale? Mm. Ralentissement, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Je commence par préciser ça parce qu'il y a des personnes à qui ça fait peur, aussi par rapport à cette notion d'urgence face à, par exemple, la crise climatique ou les souffrances du monde telles que la guerre actuellement. Donc il y a effectivement, en un sens, une urgence à agir. Et donc le ralentissement, c'est juste un moyen pour pouvoir agir d'une autre manière qui ne fera pas où c'est pas une lutte d'intérêts discriminante de tiens moi j'ai raison, moi j'ai tort et on doit se battre dans nos intérêts, cette énergie de combat qui finalement est la source de nos guerres, ou cette énergie de vouloir avoir raison. Alors c'est pas tellement qu'on veut avoir raison, c'est qu'on veut expliquer à l'autre qu'il a tort. Voilà, pour moi dans l'ego il y a tout ça, il y a comme si quelqu'un détenait une vérité et devait convaincre l'autre de sa vérité. Voilà. Moi, je crois que plus j'évolue, plus je grandis, plus j'apprends à me connaître. Et moins je sais. Par contre, plus j'ai envie de vibrer, quoi. Et c'est un petit peu ça, l'écho. C'est vibrer avec les autres. On pense pas la même chose, on n'a pas le même point de vue. C'est la richesse de la diversité. C'est ce que j'apprécie aussi dans un champ de fleurs sauvages. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a de la place pour différentes idées. Mm-hmm. Voilà, fondamentalement, je crois que ce qui peut nous permettre de vivre ensemble, c'est de cesser d'être en combat et en lutte pour se rencontrer, hein. Quand on regarde, tout à l'heure je te disais que la nature m'inspirait beaucoup dans son fonctionnement. Quand on regarde un écosystème, voilà, il y a tout plein d'individus différents, mais ils se nourrissent les uns les autres, ils collaborent les uns les autres, ils se mangent les uns les autres aussi. Il y a un cycle, il y a une continuité. Et du coup, c'est d'arriver à se penser en tant que individu, comme élément d'un cycle, cellule d'un corps, goutte d'une rivière. Voilà. Vraiment, je crois que passer de l'ego à l'écho, c'est ça. C'est quelle perception, qui suis-je? Quelle perception de moi j'ai? Est-ce que je suis un petit individu séparé? Et là, je vais souffrir et je vais être en compétition ou est-ce que je suis une maille d'un grand tout, voilà, un fil de tissu. Et j'aime me voir comme ça. Moi, ça m'apporte beaucoup de puissance quelque part, parce que du coup, je suis reliée, je ne suis pas toute seule. Et il y a quelque chose de plus fort derrière. Et est-ce que les personnes que tu accompagnes dans tes ateliers, est-ce que tu sens que la présence de l'écho, c'est quelque chose qui est facile à atteindre ou qu'au contraire, ça demande plusieurs étapes de déconstruction, de reconnexion? Voilà, est-ce que tu sens plutôt d'ego au début de tes ateliers ou plutôt de l'écho? Voilà, comment tu vois cette transformation quand tu animes des ateliers du travail qui relie ou même dans tes thérapies avec des... Ouais. On est tous en chemin, plus ou moins. Voilà, on a plus ou moins avancé le chemin. Donc, voilà. Et un atelier, bien sûr, ne suffit pas. C'est juste des petites marches, on va dire, ou des petites étapes. Et de temps en temps, je suis profondément honorée et touchée quand je vois quelqu'un avoir une prise de conscience qui va profondément transformer son chemin. Donc, une grande marche, on va dire, ou un virage.
voilà, et d'avoir des gens qui renvoient que waouh, là, ils ont touché quelque chose qui va fondamentalement changer leur regard, et derrière leur regard, donc leur vie. Voilà, c'est un peu l'intention du travail qui relie, mais en toute humilité. Il se passe des très belles choses pendant les ateliers. Effectivement, on n'en repart pas comme on en est arrivé, mais par rapport à la question que tu me poses, je crois que le passage de l'ego à l'éco prendra peut-être plusieurs générations. Oui. C'est peut-être, voilà, c'est une transformation profonde de l'humain dans un fonctionnement encore. Enfin, pour moi, encore une fois, j'ai ma vision de biologiste, hein, donc nous sommes des animaux. On a un fonctionnement très similaire aux animaux. Quand on regarde nos réactions face à un danger, on est encore dans du fuir-attaquer, faire le mort, qui est très très similaire à mammifères, reptiles, etc. Voilà, il y a toute notre capacité d'intelligence, toutes les idées créatives que l'on a, c'est pas encore celles qui sont mises en œuvre lorsque nous avons l'impression d'être en danger. Voilà, donc il y a quelque chose qui évolue et qui fera peut-être que l'humain sera pleinement humain un jour. En tout cas, je Oui. le souhaite. Oui, en tout cas, voilà, tu disais que c'était un chemin. Il y a des possibilités de rencontres d'espace, voilà, ou d'expériences pour justement aller vers ce chemin de l'éco. Ouais, même marcher sur ce chemin. Je crois ce qui est important pour moi, et ça fait vraiment sens, c'est pas tellement le but à atteindre, parce que comme je disais tout à l'heure, il faudra peut-être plusieurs générations, et peut-être que la crise climatique ne laissera pas la possibilité à notre espèce d'atteindre ce chemin. Mais comme je me sens connectée au vivant et que je sais que fondamentalement je suis une goutte dans la rivière du vivant, voilà, c'est aussi une autre manière de regarder qui je suis au-delà de l'espèce. Mais c'est vraiment le plaisir de chaque pas, le plaisir de se sentir qu'on se rapproche de quelque chose à chaque étape. Voilà. Et donc, ouais, l'atteindre, c'est un chemin d'humanité. Mais par contre, à travers les expériences, à travers les ateliers du travail qui relie ou à travers les accompagnements individuels que je peux proposer, de voir que des personnes, comme des petits engrenages qui tournent, comme des prises de conscience qui se font et qui progressivement amènent à avoir une vision différente du monde, de son monde, et donc du coup de ce qui serait une place juste en termes d'action. Et la déconstruction, ça serait absolument pas sécure pour notre psyché et pour nous de faire une déconstruction trop rapide. Hein. Les gens qui font une déconstruction trop rapide, souvent, ont une sorte de crise qui est tellement forte qu'elle peut perturber beaucoup trop leur quotidien. Oui. Donc de s'autoriser des petites marches avec douceur, mais qui s'installent vraiment et qui prennent vraiment acte ensuite dans notre quotidien, c'est beaucoup plus efficace et c'est surtout beaucoup plus durable. Voilà, donc c'est une déconstruction de chaque jour, de chaque pas. Ouais. Et les ateliers de travail qui relient ou des accompagnements dans ce sens-là vont permettre effectivement comme de mettre un petit coup de boost et de le mettre en sécurité. C'est important aussi de toucher ce genre de choses de manière sécure pour que justement ça soit constructif et grandissant et que ça soit pas juste déstabilisant et qu'on sache pas quoi en faire en revenant. Oui. Ouais, c'est vachement important, je pense, que tu as souligné ici, c'est-à-dire vraiment l'importance d'apprécier chaque pas et de surtout d'accepter aussi cet entre-deux où peut-être quand on est quand on commence à se poser certaines questions et qu'on va être dans une transition de l'être, de montrer que le changement ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais qu'il va prendre plusieurs chemins sinueux, plusieurs formes, et qu'en fait c'est ça aussi qui fait partie de la transformation et de l'éclosion de soi. C'est vraiment oser et y aller à son rythme, sans comparaison, juste dans la présence en fait. Oui, tout à fait. Et puis ce que j'entends dans ce que tu dis, tu vois, aller à son rythme, dans la présence, sans comparaison, et ben rien que ça, c'est déjà incarner l'écho par rapport à l'ego. Parce que rien que ça, enfin, on est déjà dans l'objectif à travers ces pas
parce qu'on est dans un autre rapport à soi, dans un autre rapport au vivant. On n'est pas dans quelque chose qui doit aller vite, qui doit être performant, qui doit être efficace, qui doit être meilleur, qui doit être... voilà. On est dans quelque chose qui s'écoute, qui vibre, qui accepte les conditions de la vie, c'est-à-dire l'impermanence, c'est-à-dire que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Des fois, je dis aux gens, on fait pas pousser les salades en leur tirant sur les feuilles. Et c'est pareil pour nous. Et l'erreur fait partie, l'erreur ou l'aller-retour fait partie du changement. Et on peut voir ça aussi comme des inspirations, expirations. J'expire dans un agir nouveau, j'expire dans explorer une autre manière de faire, une autre manière de vivre, des actions qui bougent progressivement au quotidien. Et j'inspire pour revenir à moi, pour prendre soin, pour intégrer, pour réajuster. Et on peut faire tout ça en douceur, ça sert à rien de le faire en violence. Ce qui se fait en violence souvent ne tient pas. Un peu comme pour les régimes, je le fais en force. Bon, je vais tenir un petit moment et puis pouf, ça va faire demi-tour, ça va faire marche arrière. Ce qui se fait en douceur s'intègre progressivement et change notre vision du monde, change nos habitudes. Et on a l'impression que ça va pas vite, mais des fois le pas vite va loin. Et il y va avec, en incarnant déjà une nouvelle conscience, une nouvelle manière d'être reliés les uns aux autres. Et c'est ça qui est important, il me semble, c'est d'incarner. Là, je vais reciter Gandhi, j'ai des références basiques, mais en même temps qui ne sont pas encore démodées. Voilà, comment je peux incarner le changement que je veux voir dans le monde, dans chaque pas. Je vois trop de collectifs et c'est vraiment qui veulent changer le monde, mais qui finalement vont reprendre les mêmes énergies que ce qui fait problème dans le monde, à savoir courir, être en colère, juger l'autre, penser qu'ils ont raison alors que l'autre a tort. Quand je détecte ces choses-là, qui sont pour moi les fondements de tous nos problèmes aujourd'hui, je me dis, on peut pas arriver dans un monde où on s'écoute et on se comprend si on pense que l'autre a tort. Et même quand l'autre est un grand industriel qui pollue le monde ou un politique qui fait la guerre et qui fait souffrir des tas de personnes, c'est beaucoup plus dur à ce moment. Oui, c'est des mécanismes que tu vois quand tu accompagnes des groupes, c'est ça, tu peux les identifier et tu leur proposes d'autres choses, d'autres façons d'avancer. Je les vois chez moi avant de les voir chez les groupes. Je crois qu'ils sont bien instaurés en chacun de nous. Et je crois que mon principal terreau d'observation, c'est mon propre fonctionnement. Ensuite, effectivement, c'est des mécanismes relationnels qui sont juste, on pourrait dire, normales dans les groupes. La normalité étant là où sont le plus grand nombre de personnes. Voilà, ce qui est en marge, ce qui n'est pas normal, c'est ce qui est en développement. Il y a les pionniers, et puis il y a les explorateurs et tout ça. Mais la norme est encore de ces relations conflictuelles basées sur des individus qui se pensent séparés et qui se tirent. Donc, effectivement, les ateliers, alors ils vont pas... L'idée n'est absolument pas de... Et d'ailleurs, je n'aurais pas, même si ça avait été l'idée, de quoi que ce soit comme solution ou de quoi que ce soit comme idée de ce qu'il faudrait faire ou comment il faudrait être. Non, il n'y a pas, mais par le process de l'atelier, c'est d'expérimenter une autre manière d'être au monde. Et que chacun trouve... chacun touche, vive, qu'on peut très rapidement... On a participé ensemble à un atelier de 2 heures à Montpellier. Donc, dans le cadre d'une université, c'était un cadre quand même très formel. 2 heures. C'était très court avec des personnes qui ne se connaissaient absolument pas. Et tu vois comment les exercices proposés peuvent, en 2 heures, nous donner à vivre une manière totalement différente d'être en relation les uns avec les autres. Et on se dit, mais oui, si dans mon quotidien, quand il se passait quelque chose, quand je vivais quelque chose, je pouvais me permettre ce niveau de connexion avec les autres, ce niveau d'authenticité, du coup, peu importe les problèmes qu'on aurait à traverser, parce que on sait qu'on aurait une possibilité, une solidarité pour les traiter ensemble. Voilà.
Donc c'est plutôt des exercices qui donnent à expérimenter une autre manière d'être en relation. Alors sur l'atelier de 2 heures, là on l'avait fait principalement entre humains, puisqu'on était dans une salle d'université, donc le non-humain, il y avait quelques arbres dans la cour. Mais Oui, c'était des feuilles d'automne. Ensuite, dans des ateliers d'immersion en nature, moi je sais que pendant l'été, là j'ai un atelier de 5 jours où on part en itinérance, on marche, on dort dehors et voilà. Et là, du coup, il y a des choses qui se tissent entre les humains, bien sûr, c'est notre espèce, c'est aussi là où on peut communiquer avec la parole. Et puis, il y a des choses qui se tissent, bien sûr, avec tous les êtres vivants du non-humain qui nous entourent, y compris les éléments, le milieu, donc la terre, le monde, ouais. De se sentir appartenir au monde. Je crois que quand par exemple, j'allais dire, ma maison, j'ai envie de la protéger, c'est ma maison, vous voyez, j'ai envie de prendre soin. Mes enfants, j'ai envie de prendre soin, c'est des enfants, etc. Si je me sens appartenir au monde, si je me sens touchée et proche du non-humain, il n'y a pas besoin de mettre en place des gestes de protection, ça devient une préoccupation de tiens, et des fois de dire ouais, je fais ça par habitude depuis toujours, mais est-ce que ça respecte et est-ce que ça prend soin de l'autre pouvant être de l'herbe, un écureuil, peu importe quoi. Oui. Voilà. Le fait de se sentir appartenir et de se sentir proche de quelque chose fait que notre relation change de fait. Oui. Oui, sans qu'on ait besoin peut-être de mettre de règles ou voilà de barrières, en tout cas parce que ça va créer une autre reliance de façon très naturelle, comme on prendrait soin d'un ami, comme tu disais, de soi-même, de sa famille, de son foyer. En fait, c'est la terre qui devient son foyer. Et donc, ce qui est valable pour nous, c'est aussi valable pour ce qui nous entoure, sous toutes ses formes. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, on sort de l'énergie du contrôle, qui est une énergie d'ego, à une énergie de prendre soin et d'être, de rencontrer. Parce qu'actuellement, il y a encore beaucoup on va dire, de courants. J'aime plus du tout le mot écolo, parce que ça reflète comme si c'était une idéologie, alors que c'est plus une idéologie, ça devient, voilà, soit on va réussir à vivre en éco, soit je sais pas, mais en tout cas, c'est pas comme si c'était un courant à part des autres, ça devient une nécessité. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a encore beaucoup de personnes qui voient l'écologie comme étant des gestes, des contraintes, des choses à faire, etc. Et donc du contrôle. On est encore en train d'essayer de trouver une solution à nos problèmes. Et comme c'est très complexe et comme il y a beaucoup d'interdépendance dans les mécanismes, on voit bien qu'on protège quelque chose d'un côté ou on arrête quelque chose d'un côté, mais ça crée un autre problème ailleurs parce que tout est connecté et donc en fait on croit limiter. Je sais pas, je peux prendre n'importe quoi, la voiture électrique. C'est bien pour les gaz à effet de serre, vu la production d'électricité aujourd'hui, vu les métaux lourds nécessaires pour construire même des panneaux solaires. Ça va créer d'autres. Tout ça s'interconnecte. Et dans tous les cas, on reste dans une manière de consommer où on réfléchit pas à cette sobriété. On a vu par exemple depuis l'apparition de toutes les énergies renouvelables, ça n'a pas diminué la consommation d'énergie, au contraire, elle a augmenté. Donc il y a toujours autant d'énergie fossile, on a juste consommé plus. Et donc du coup, ça ne re-questionne en rien fondamentalement le lien qu'on a au vivant. Par contre, si on touche le vrai plaisir qu'on peut avoir dans un moment, tout le monde a contemplé un coucher de soleil, donc je vais essayer de prendre quelque chose que tout le monde a vécu. Ça peut être super bon et super chouette de contempler un coucher de soleil, ou de rire avec des amis, ou d'arriver au sommet d'une montagne et de contempler un paysage. Voilà. Ça, c'est des choses qui coûtent rien en termes d'énergie. Et comment je me laisse profondément toucher par ce genre de moment de vécu, y compris dans des choses très simples autour de nous. Donc, les ateliers vont inviter à ça, à vivre des moments très profonds et très simples, sans coucher de soleil et sans montagne, juste avec un pissenlit sur un bout de trottoir. Mais vraiment d'être profondément touché et nourri de ça, qui fait que
pas du tout une perte ou c'est pas du tout... Cette sobriété devient un gain parce que je me sens plus vivant, ça fait plus de sens, Oui. c'est plus léger, ça Mhm. demande moins d'organisation, de charge, de contrôle. Je peux juste vivre avec ce qui est là. Danser Oui. avec la vie. J'adore cette expression Danser. parce que je crois que danser, ça génère de la joie Oui. et qu'on peut danser avec l'incertitude, on peut danser avec la vie. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ouais, ouais. Et puis l'idée du mouvement aussi, et puis il y a la respiration au corps, la corporalité aussi dont tu parlais, de sortir du mental et de l'incarner en fait dans sa chair, de sentir, ouais. Mhm. Mhm. Il y a différentes sortes de mental et il y a ce mental qui rumine, ce mental qui pense, qui essaye de contrôler, qui essaye de savoir, qui se demande ce qu'il doit faire. Et bah, ouais, celui-là enfin, il me semble, en tout cas moi, dans ma vie, il m'amène plus de complications qu'autre chose. Et Oui, puis il y a le mental qui est posé et calme, et puis qui a des idées, comme des émergences, tu sais, oui. le clac qui arrive des fois. Ah bah oui, je peux faire ça. Et là, il y a de la créativité, il y a Mhm. euh, voilà. Et ça, en général, c'est toujours des idées qui sont très respectueuses et qui sont très bonnes. Mais le rapport aussi, enfin c'est pas un mais, c'est le rapport à bah, justement à des espaces plus silencieux, qui ont une autre dynamique, à des espaces plus connectés, etc., à soi et à ce qui est autour, laisse l'espace pour que ces émergences de pensée puissent avoir. Donc c'est Mhm. aussi un process de créativité et d'innovation très fort. Et en Mhm. plus, il est joyeux, donc voilà, Ouais. soyons frustrés. Ouais, ouais, que demander de plus? Ouais, mais je pense que ça demande une disposition aussi à tout ça, peut-être une intention aussi de s'ouvrir en fait un peu à l'inconnu et aux incertitudes, à l'incertitude dont on parlait au tout début de notre échange, parce que justement on sort de ce modèle contrôlant pour aller dans une autre forme d'être et d'inter-être et donc oser ne pas tout savoir, oser dire ok je me lance mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière et peut-être que ça fait peur, tu crois pas? C'est clair. Là, je pense qu'on est au fondement de tout ce qu'a. Voilà, on peut même remonter. L'homme, certainement, à un moment, a eu peur parce que c'était incertain, il n'avait pas toujours à manger, il n'avait pas. Oui, Donc voilà, bien il sûr. est à Ouais. contrôler. Et cette énergie du contrôle n'a fait que grandir. Et Oui. on est aujourd'hui dans des environnements qu'on surcontrôle. Mhm. Euh, alors qu'on les contrôle. Enfin, mais la vie quelque part nous monte et la crise du Covid était un bel exemple Mhm. qu'elle a toujours, qu'elle peut feinter notre contrôle. C'est clair. Même si, en tout cas, elle a d'autres possibles. Après, tu parlais de notion d'intention ou de notion de disposition à oser. euh, alors, effectivement, hmm, l'intention peut aider si on l'a, mais moi, ça m'est arrivé d'intervenir auprès de publics, j'allais dire, ils savaient pas vraiment où ils venaient, ils savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là, et c'était des personnes un peu tout venant. Donc, on peut pas dire que c'est leur intention qui l'avait Mhm. amené. En général, les gens qui s'inscrivent volontairement à un atelier, effectivement, sont déjà en chemin et ont déjà quelque chose. Mais ensuite, l'atelier va créer les conditions pour. Et ce qui va permettre de se rendre compte qu'on peut changer un petit peu la norme, qu'on peut avoir une convenance un petit peu différente, eh ben c'est de le vivre. Mhm. Le vivre et de se rendre compte que c'est OK, que ça fait même du bien, que c'est OK pour l'autre et que c'est même plus facile de se comprendre. Mhm. Et quand on le vit, bah, la première fois, c'est bizarre, hein. Très clairement, quand j'arrive sur des publics qui s'attendaient pas à ça et qui n'avaient pas déjà, des fois même pas du tout ce chemin-là, Mhm. euh, alors, il faut que j'aille sur des propositions beaucoup plus soft. Oui. Voilà, on n'attaque pas au même niveau de proposition, on va dire. On part Mhm. de là où sont les personnes. Et donc, on attaque Mais même une proposition soft, ça peut déstabiliser complètement, parce que les gens me disent, rien que de s'écouter, par exemple, pendant une minute sans s'interrompre, il y a des Mhm. personnes pour qui c'est insupportable d'écouter Mhm. quelqu'un une minute. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait, ils ont l'impression de... Ils ont tellement envie de donner leur avis, voilà, ça crée des conditions. Mais Mhm. donc du coup, la première fois, ça déstabilise. Moi, j'écoute que ça les déstabilise et c'est OK. Je leur dis oui, c'est nouveau, c'est la première fois que vous faites, donc c'est déstabilisant. Est-ce que vous êtes d'accord? Et au bout de 2, 3 fois, ça y est, c'est OK. Il Mhm. suffit de l'expérimenter quelques fois et que quand on a des résistances ou quand ça nous confronte, la personne, donc moi dans mon rôle de facilitatrice,
puissent accepter que oui, c'est normal, j'ai aucun jugement là-dessus, je comprends complètement que si pour la personne c'est nouveau et que c'est la première fois, ben c'est déstabilisant. Oui. Voilà. Et donc j'accueille ça pleinement. Du coup, la personne, elle se dit, bon, bah ok, bah tu veux bien essayer une deuxième fois? Oui, je veux bien, parce qu'après tout, c'était pas non plus le bout du monde, ce qu'on me demandait. Mhm. Et comme ça, progressivement, on peut monter d'étape en étape. Mhm. Et voilà. Et jusqu'à... Je te parlais tout à l'heure d'un atelier dans la nature. Moi, j'ai plein de gens à l'inscription qui étaient attirés par ça, Mhm. mais qui en même temps me disaient, mais écoute, je sais pas si je vais pouvoir, je sais pas, dormir la nuit. On les avait invités Ouais. sans tente, hein. Donc Sans là, c'était tente, vraiment, ouais. voilà, c'était des ateliers. Alors, il était prévu comme tel. J'avais eu un entretien téléphonique avec les personnes, Mhm. voilà, puisque j'étais consciente qu'il y avait quelques conditions comme celle-là qui mettaient déjà pour beaucoup la barre un petit peu haut en termes Oui. de vivre une expérience différente. Mhm. Voilà, mais c'est ce qui les attirait. Mais beaucoup m'ont dit, écoute, je sais pas si je suis capable. Je dis, y a pas de souci, on verra. Voilà, je dis, et puis si jamais si jamais c'est trop pour toi, ben on n'était jamais bien loin de la civilisation non plus, hein. Oui. Donc on a Oui, pris, oui. voilà, on a des voitures. De toute manière, on faisait des allers-retours pour la nourriture. Donc D'accord. c'était juste, ok, voilà. Et du coup, le fait, ben d'oser faire un petit pas en dehors de ce qu'on appelle sa zone de confort. Mhm. Effectivement, quand on sort de sa zone de confort, même si elle n'est pas confortable, hein, on rentre dans Mhm. une zone pas confort. Zone de confort veut dire zone d'habitude. Oui. Des fois, les zones de confort sont très très inconfortables, mais on Mhm. vit avec parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Voilà, Mhm. oser en sortir, oser tester autre chose, ben, ça crée de la peur parce que c'est nouveau. Mais dès qu'on ose ça et qu'on se rend compte que c'est possible, ben, on rentre dans une zone d'apprentissage. Oui. Et c'est par cette traversée qu'on arrive à une nouvelle zone de confort, mais plus grande, plus étendue, avec un champ d'expérience plus large. Voilà, Mhm. donc oui, bien sûr, c'est des ateliers qui vont à un moment ou à un autre confronter un petit peu, mais tout le rôle du facilitateur ou en accompagnement individuel, tout le rôle du thérapeute est Mhm. de créer les conditions de sécurité. Donc moi, je Mhm. dirais que c'est ça, beaucoup plus que l'intention, Oui. c'est créer les conditions de sécurité. C'est comme une matrice, mon logo professionnel essaye de représenter ça, là, un cocon dans Mhm. lequel la transformation va pouvoir se faire sans prise de risque, sans mise en difficulté, ou juste ce qu'il faut pour permettre de grandir en découvrant autre chose et en se rendant compte que c'est possible. Mhm. D'accord. Merci pour, euh, pour toutes ces belles propositions. Est-ce que tu crois que, parce que dans le livre, je pense que j'en ai lu qu'un, mais il y en a sûrement, elle en parle plusieurs fois, dans certains ouvrages de Johanna Messi, elle parle d'un changement de cap. Est-ce que tu crois que ce cheminement peut nous conduire à ce changement de cap? Déjà, c'est quoi? Enfin, c'est quoi le changement de cap selon toi et selon tes différentes inspirations qui nouent ta pratique? Et est-ce qu'on y est là dans un changement de cap ou est-ce que c'est trop tôt? Et voilà, comment on y va aussi vers ce changement de cap? Je reprends la définition proposée par Johanna Messi que tu cites et qui me Mhm. convient très très bien. Elle compare la vision, donc le modèle changement de cap avec deux autres modèles. Donc il y a elle est américaine, hein, donc le modèle du on fait comme d'habitude, du business as usual, Oui. qui est là dans notre société et qui est là dans ma vie. Moi, je prends ma voiture tous les jours. Je me pose pas la question systématiquement. J'utilise encore, voilà, un modèle du on fait comme d'habitude. On Mhm. sait que ça aura ses limites. On sait qu'il y a des ressources limitées. On connaît les impacts que ça a. Et certaines personnes sont encore en déni des impacts que ça a, hein, Oui. ou les discutent et requestionnent les choses, voilà. Mais Mhm. bon, de plus en plus, quand même, il y a au moins, même si on continue de fonctionner comme d'habitude au quotidien, on est de plus en plus dans une conscience de l'impact que ça a, Mhm. et c'est là où ça peut générer de la culpabilité ou de l'éco-anxiété. Le modèle du business as usual. Euh, le deuxième modèle, c'est le modèle qu'on appelle aujourd'hui l'effondrement. Mhm. Euh, C'est-à-dire que si on ne change rien, les ressources sont limitées, la crise climatique, les problématiques sociales, voilà. Notre Mhm. civilisation telle qu'on la connaît est en train de s'effriter et est en train de ne plus pouvoir tenir comme ça fonctionnait depuis des années pour des tas de raisons.
voilà, crise de la biodiversité également. Et toutes ces raisons étant interdépendantes et interconnectées, voilà, ça va se casser la gueule si on change rien. Et d'ailleurs, même si on change, c'est en train de... Et voilà, mais la question de l'effondrement, et peut-être pas de savoir s'il va avoir lieu ou pas, c'est est-ce que ça va être doux ou violent? Moi, je la mettrais plutôt comme ça, la question. D'accord. Et quelque part, il y a une part, moi, qui souhaite vraiment un effondrement doux, parce que je ne suis pas satisfaite aussi de la société actuelle. Elle me fait plus souffrir que... Voilà, et puis, elle ne correspond pas à mes valeurs non plus. Donc, est-ce qu'il va être doux ou violent? C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire souffrir les humains? Et est-ce que oui, beaucoup, ou est-ce que non, on pourra absorber cette souffrance et en prendre soin? Et puis, à quel point il va faire souffrir le non-humain? Et donc, à quel point il va embarquer avec lui la vie sur Terre? Le reste du vivant, c'est-à-dire toutes les espèces, sauf l'espèce humaine, a déjà connu 5 extinctions de masse. Nous sommes actuellement dans le début de la 6e. Donc, j'allais dire, la plupart des organismes vivants savent traverser une extinction de masse, ils l'ont fait. Et puis, certaines n'ont pas su. Alors, on connaît les dinosaures, mais il n'y a pas que à chaque extinction. Il y a eu beaucoup d'espèces qui n'ont pas pu traverser l'extinction et qui, en même temps, qui ont donné lieu à une nouvelle foisonnement de vie. Nous ne serions pas là de cette manière sur la planète si, à la dernière extinction, les dinosaures n'avaient pas disparu et nous avaient pas laissé de l'espace. Donc, voilà. Le grand effondrement, c'est la 2e vision du monde. Et donc, la 3e vision du monde, c'est si on veut que l'effondrement soit doux, donc si on comprend qu'il faut sortir du business as usual, il ne me reste plus qu'un scénario qui est le changement de cap. Et donc le changement de cap qui invite à essayer d'habiter autrement ce monde. Essayer d'habiter autrement déjà mon corps, dans ce que je lui impose, et puis mes relations aux autres qu'humains et mes relations au monde. Voilà, c'est possible. Plein d'autres espèces ont réussi. On définit souvent l'intelligence. C'est très difficile de définir l'intelligence. Mais un jour, j'ai lu une définition qui m'a beaucoup plu, qui disait que l'intelligence, c'était la capacité à s'adapter. Et l'homme se croit intelligent parce qu'il a réussi à tout contrôler. Donc, il se pense super bien adapté. Mais il n'est pas du tout adapté d'un point de vue biologique. Parce que son contrôle ne tient pas du tout compte des autres règles du vivant, comme... voilà, les ressources, l'interdépendance, etc. Il n'y a pas une vision du changement de cap. Et ça, c'est super important en termes de tolérance, d'ouverture. Et au contraire, voilà, peut-être qui fait la richesse d'un écosystème. Et nous sommes un élément de notre écosystème, système de vie, ça veut dire ça. Voilà, nous sommes un élément. Ce qui fait la richesse d'un écosystème, c'est la diversité. Plus il y a de diversité, plus un écosystème est résilient, plus un écosystème est riche, et plus il est beau. Pour moi, en tant qu'individu, ça a toujours été une incompréhension dans ce monde qui fait que pendant des années, je me suis sentie extraterrestre dans ma manière de penser, de voir les collectifs vouloir toujours faire consensus, comme s'il fallait trouver une solution pour tout le monde. Il n'y a aucun système du vivant, enfin si, il y en a, c'est nos champs de monoculture, c'est nos exploitations industrielles, et on voit bien les problèmes que ça génère. Le vivant est diversité, la diversité est source de richesse, donc le changement de cap, il doit prendre la couleur qui est juste pour chacun. Mais si chacun l'allume dans le respect de son cœur, elle sera juste pour tout le monde. Donc, au lieu de vouloir penser pour les autres, pensons pour nous et offrons, parce que quand on pense pour nous, on est heureux et donc on offre du bonheur. D'accord. Ah là là, j'aimerais vraiment poursuivre encore. Enfin, j'ai plein d'idées qui viennent, qui émergent, mais le temps file malheureusement. On va conclure cette discussion, en tout cas pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ce que tu proposes. Donc, ils peuvent te contacter. Donc, on te trouve quand même facilement sur Internet. Actuellement, on peut me retrouver effectivement assez facilement et me contacter par ma page. Je suis pas très réseaux sociaux, mais j'ai une page LinkedIn et une page Facebook. Je consulte pas hyper souvent, donc mais bon, LinkedIn, il m'avertit, il m'envoie un mail quand j'ai un message. Pour dire mon niveau d'implication dans ces réseaux, voilà.
niveau de comprendre mes activités, effectivement, pour le travail qui relie, il y a un site internet, et je te donnerai les coordonnées, qui rassemble tous les ateliers de travail qui relie au niveau francophone. Juste pour savoir, au niveau du travail qui relie, il y a pas de... C'est pas une certification, et ça c'est super parce que c'est de l'open source. Et du coup, ça veut aussi dire que chaque facilitateur a une couleur. Donc j'invite les gens à approfondir un peu la couleur de avec qui ils s'inscrivent, pourquoi pas à leur téléphoner pour voir si ça fait résonance pour eux au niveau de la personne. Parce que du coup, ce qui est important aussi, c'est de trouver une personne avec qui on s'entend confiance. Et il y a plein de couleurs du travail qui relie, c'est une richesse. Mais du coup, plein de couleurs dit que c'est pas parce qu'on a un atelier, 2 ateliers vont pas spécialement se ressembler, les personnes qui l'amèneront seront différentes. Et ensuite, en tant que thérapeute, effectivement, donc plus pour de l'accompagnement individuel, il y a le site de self-formation thérapie. Je suis thérapeute en intelligence relationnelle. Donc, c'est une méthode de thérapie qui vient des neurosciences et qui permet de travailler avec l'intelligence du corps. Moi, c'est ce qui m'a plu parce que du coup, ça amène d'autres éléments que toujours notre réflexion qui tourne un petit peu en boucle avec des ornières. Ouais. Et au niveau des livres, est-ce que tu pourrais nous conseiller des livres dans lesquels nous plonger pour un peu approfondir le travail qui relie ou même d'autres philosophies de vie? Effectivement, on a beaucoup parlé de travail qui relie. Donc le travail qui relie, c'est une proposition de l'éco-psychologue qui s'appelle Joanna Macy. Elle a actuellement 2 livres traduits en anglais. Traduit en français, pardon. L'espérance en mouvement et écologie pratique, rituel pour la Terre. Oui. L'espérance en mouvement est la version plus théorique de l'autre, qui est une écologie pratique. C'est plus des exercices. Oui. Donc, tous les exercices qu'on peut retrouver dans les ateliers de travail qui relient sont décrits dans le livre d'exercices. Il y a aussi un petit peu de philosophie autour. L'espérance en mouvement permet d'être plus sur la théorie. Donc peut-être commencer par là, mais au choix, ou commencer par aller vivre un atelier, c'est encore ce que je conseillerais le plus. Et après, tout à l'heure, je citais le maître zen Thich Nhat Hanh. Moi, sa vision m'a beaucoup inspirée, continue de beaucoup m'inspirer, y compris dans une pratique qui est une pratique de pleine conscience. Dans la tradition du village des pruniers, il y a beaucoup de courants de pleine conscience aujourd'hui, et c'est pas une pratique de gestion du stress. Pour moi, c'est une pratique d'un potentiel beaucoup plus large en termes de ce qu'elle nous permet d'observer, de transformer dans notre fonctionnement. Voilà, donc j'inviterai éventuellement à lire ou à regarder. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Pourquoi pas. Ça a une couleur bouddhiste dans la forme, mais dans le fond, très rapidement, on se rend compte que ça a surtout une couleur très humaniste. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu pourrais répondre à la dernière question du podcast, s'il te plaît, sur la définition pour toi de nouvelle conscience? Une conscience reliée, une conscience connectée. Actuellement, ce qui me semble être la principale source de souffrance et la principale source de problématiques dans le monde, c'est qu'on vit avec des consciences séparées. On se croit séparés. Pour moi, la nouvelle conscience, elle va se relier, elle va se tisser. Parce que je parlais tout à l'heure de prendre conscience qu'on est tous les feuilles d'un même arbre, qu'on est tous les vagues d'une même mer et qu'on est tous les étoiles d'un même ciel. J'aime beaucoup la métaphore de la vague parce que si je me pense comme une vague, du coup, il va y avoir des petites vagues, des grosses vagues, des vagues noires parce qu'elles charrient des algues, des vagues blanches parce qu'elles sont pleines d'écume. Et puis les vagues, elles naissent à un moment sur l'océan et elles meurent sur la plage. Elles ont une durée de vie, les vagues. Si je me pense comme l'océan, déjà, j'ai une vision de moi totalement différente. Mais si je me pense comme étant l'eau, dans tout son cycle, nous sommes, en tant que corps humain, composé à 80% d'eau. Et cette eau, un jour, a été océan, mais un jour a été nuage, elle a aussi été fleur, elle a été... Voilà. Comment je me pense? Une conscience reliée... Alors, se penser comme étant eau, j'avoue que même dans ma pratique, c'est un peu loin, encore. Par contre, se penser comme étant océan, déjà, ça change énormément la donne par rapport au regard qu'on peut poser les uns sur les autres. D'accord.
Merci beaucoup Marianne, c'était magnifique. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.